Bonjour, bienvenue dans ce troisième webinaire sur les ateliers de la relance de Scalene. Ce sont des webinaires que nous avons mis en place à destination des entreprises. Et ce webinaire va traiter des sujets de sur la budgétisation sur les prochains mois à venir et va nous permettre de définir quels seront les paramètres à prendre en compte dans l'élaboration de ce budget. Pour ce faire, nous allons accueillir M. Daniel Dupont, directeur départemental de la Banque de France, qui nous expliquera globalement les indicateurs nationaux et l'utilisation des PGE. Madame Valérie Creusot-Rivière, présidente de l'Ordre des experts comptables de Meurthe-et-Moselle. Ensuite, nous aurons Monsieur Jean-Philippe Gromer qui intervient pour le cabinet Deloitte, qui nous expliquera comment monter un budget sur les 6 prochains mois. Et Madame Maria Lopez qui interviendra de temps en temps, qui est la directrice de la société Soderel et qui, elle, a mis en place déjà ce système budgétaire en place. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Monsieur Dupont sur la partie Banque de France et sur la partie approche nationale. Monsieur Dupont, vous n'avez pas mis votre micro. Bonjour, bonsoir à tous. Merci à l'agence Scalene de me recevoir, même si c'est en visio. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, nous aurions pu dire que le troisième trimestre était quand même très intéressant avec une croissance du PIB de 18%. C'était quand même assez sympathique, eu égard à toutes les mauvaises nouvelles que l'on reçoit. Et là, on constate que depuis quelques jours, le reconfinement est parti avec ce bon nombre d'interrogations. Alors, ce que je vous propose, c'est un slide, ce sont une présentation avec 10 slides. Donc, si on peut aller au numéro 2. Donc, on peut voir que, effectivement, à partir du 31 décembre 2019, nous étions donc à la base 100. Et que le retard se refaisait progressivement, puisque vous voyez, à part l'Espagne, que l'Allemagne, la France et l'Italie étaient en gros à 96% par rapport à une base 100 du quatrième trimestre 2019. Là, maintenant, nous avons terminé hier notre enquête de conjoncture d'octobre, donc nous n'avons pas encore les éléments, mais ce que l'on peut voir, c'est effectivement, en termes des perspectives, tout s'écroule un peu avec une visibilité de plus en plus réduite. Sur la slide précédente, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que, comme l'avait dit notre gouverneur, c'est une reprise d'activité qui serait en aile d'oiseau, hein, avec un retour à la normale qui ne sera pas encore pour cette année, et puis avec des niveaux d'activité qui sont quand même, à part le bâtiment en août, où on avait retrouvé une activité à peu près normale, mais c'est dû au retard et dû au décalage. Et là, ce qui est important, par exemple, pour le bâtiment, c'est d'avoir à nouveau des commandes, avec la mise en place tardive de nombreuses collectivités territoriales suite au décalage des élections. Donc ça, c'était un phénomène d'inquiétude. Et maintenant, les perspectives de reconfinement incitent les chefs d'entreprise à être très, très, très prudents sur les perspectives dans les mois à venir, sachant que décembre est aussi un mois qui est quand même particulier, puisqu'en général, en décembre, à partir de mi-décembre, l'activité s'arrête. Donc, on risque d'avoir une fin d'année compliquée. Alors, quand on regarde les secteurs, dans la slide suivante, les secteurs qui ont bénéficié d'une reprise un peu plus soutenue, vous voyez en haut à droite et en bleu, donc effectivement les transports, les services d'information, et par contre à gauche tout en bas l'hébergement, la restauration. Donc c'est effectivement ce que l'on constate tous les jours, ce que tous nos informateurs nous disent. Donc le retard est difficile. L'aéronautique est également, et les matériels de transport, c'est compliqué. Donc vous avez une situation vraiment très, très particulière. Dans la slide suivante, vous voyez dans le commerce de détail les variations annuelles des ventes en avril et en septembre, et vous voyez les reculs très prononcés.
Les jeux et jouets, bon, même si on nous a appris qu'il y avait au niveau national, le jeudi avant le confinement, plus de 15 milliards de chiffres d'affaires qui ont été faits sur les jouets. Et vous voyez que, à l'inverse, les cycles et motocycles, c'est vraiment, ça marche correctement, ce qu'on peut dire, par rapport à ce qu'on avait en avril 2020. Ensuite, ce qui concerne les demandes de crédit, vous avez les PME et les TPE. Bon, les grandes entreprises, a priori, n'ont pas trop de soucis, mais vous voyez qu'au T2, les PME et les TPE ont effectivement sollicité plus, et on en parlera après, les banques sur les PGE, avec des niveaux d'obtention qui sont quand même très favorables. On est à plus de 90%, et sur les crédits de trésorerie. Sur les crédits d'investissement, bien évidemment, il y a un peu nettement moins de demandes, hein, avec un taux d'obtention de 85-86%, ce qui est quand même là aussi satisfaisant. Alors, sur les PGE, vous verrez que le taux de refus au niveau national et au niveau départemental, on est entre 2,5 et 3% de taux de refus, ce qui est quand même très peu. Ensuite, dans la slide suivante, vous avez la situation entre les encours de trésorerie et les encours de dette. Vous voyez que entre février et septembre, on a des variations qui sont pareilles entre l'encours de trésorerie, dû au PGE bien évidemment, et l'encours de la dette, hein, puisqu'effectivement, il y a des sollicitations quand même importantes. Hein. On a sollicité massivement le PGE, et ce qui a permis aux entreprises d'avoir un petit matelas de trésorerie. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de dégradation. Ce que je disais dans une réunion précédente, nous sommes sous perfusion, hein, donc on verra combien de temps cela va durer, mais il n'y a pas de dégradation à ce niveau-là, il n'y a pas d'explosion des incidents de paiement. Dans la slide suivante, c'est sur les projections donc, qui étaient faites au 14 septembre. Donc là, on n'avait pas prévu, enfin la banque n'avait pas prévu le nouveau confinement depuis début novembre. Donc on tablait sur une croissance de 7,4 en 21 et 3% en 22, ce qui nous permettait de dire, mais la banque refera des prévisions, ce qui nous permettait de dire qu'au premier ou voire à la fin du premier semestre 2022, on aurait retrouvé le niveau d'activité que nous avions à fin décembre 2019. Donc ça fait quand même 2 années, une année et demie, hein, donc à essayer de rattraper cette trajectoire qui était favorable en 2019, hein, globalement. Voilà ce que l'on pouvait dire, et c'est ce graphique d'aile d'oiseau. Donc voilà, pas de retour attendu chez nous, et si maintenant on intègre le confinement, le quasi-confinement de ce mois de novembre, qui risque éventuellement de durer, le retard sera encore plus lent à résorber. Donc cette courbe sera modifiée, puisque effectivement elle date de fin septembre. Hein. Voilà ce qui concerne les éléments. Et puis, en termes de financement, sur le graphique, la slide suivante, voilà, vous voyez les dettes des sociétés non financières, ça veut dire des entreprises. Au niveau français, nous sommes à 85% à peu près, au-dessus, largement au-dessus de ce qu'on constate en Italie même. Et vous voyez le différentiel avec l'Allemagne, où on est à 45% en pourcentage du PIB. Donc il y a un différentiel énorme, sachant qu'on a un besoin de financement qui était chiffré avant ce nouveau reconfinement à 80 milliards d'euros, et aussi un renforcement des fonds propres nécessaires. On parlera peut-être tout à l'heure des avances remboursables, des prêts participatifs, pour permettre effectivement aux entreprises d'avoir une structure financière plus équilibrée. Donc voilà un peu la situation conjoncturelle de ce début du mois de novembre. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Pratchard? Le micro est éteint. J'attends d'être en direct. Maintenant, je suis en direct. Oui, pour l'instant, je n'ai pas de remarques, mais moi, j'avais posé une
Une petite question sur justement le financement, du moins une petite information. Nous sommes en train de réfléchir avec Aprofin pour monter une session sur justement le financement des entreprises et l'idée étant justement de voir comment financer un peu cette évolution tendue, on va dire, sur les prochains mois. Donc ça sera, la réponse sera apportée dans un autre webinaire. Par contre, est-ce que peut-être Madame Creusot-Rivière voulait rajouter quelque chose à ce sujet-là? Bonsoir à tous. Écoutez, je pense que je vais aborder ces questions aussi dans le cadre de l'intervention, mais c'est le renforcement attendu avec les prêts participatifs. Hein, le fameux prêt participatif, je crois que d'ici une semaine, c'est des choses qui vont sortir, donc qui vont permettre de donner des pistes de réflexion. Je crois qu'il y a des enveloppes qui vont être aussi à portée complémentaire, mais plutôt en 2022, et là Daniel Dupont pourra confirmer avec la région au niveau des prêts rebonds. Et puis il y a toutes les aides liées au plan de relance qui concernent un certain nombre d'entreprises sur des subventions, des aides sur des entreprises plutôt industrielles avec la numérisation, la robotisation, etc. Et puis, il y a tous les dispositifs, mais là, je vais en parler dans le cadre de ma présentation, donc je ne vais peut-être pas détailler tout de suite. Mais s'il y a des questions plus précises, je pourrais y répondre à un moment donné. D'accord. On va laisser la parole à Madame Lopez, qui a utilisé justement le PGE. Elle aura peut-être quelques informations complémentaires à nous dire sur le PGE. C'est à vous. On ne vous entend pas. Le micro semble coupé. Ouais. On n'entend pas. Hein. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais. Je confirme, on n'entend pas. Oui. Bon, alors. Et là, vous m'entendez? Donc, nous sommes dans le secteur de l'industrie depuis le mois d'avril. Nous avons fait valoir, disons, nos droits au PGE. Nous avons rentré 2 PGE de 400 000 € chacun. Et heureusement, parce que sinon, comme le disait tout à l'heure Monsieur Dupont, on n'aurait pas pu faire face à l'activité parce qu'on est passé du mois d'avril à 20% du chiffre d'affaires et là en novembre, on est seulement à 80%. On n'a pas encore atteint notre niveau d'avant la pandémie. Donc c'est vraiment très important de se sentir entouré et de savoir que l'on peut compter sur nos partenaires financiers. Au-delà de j'ai aussi fait un prêt rebond et une avance plus à BPI France. On a vraiment des outils aujourd'hui qui nous permettent quand même, sous réserve qu'on ait une CAF qui nous permette de faire face après au remboursement de ces prêts, mais c'est quand même des outils qui sont très très intéressants. Alors j'attends aussi de voir là ce qui va sortir sur les prêts participatifs. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir pour le renforcement des fonds propres. Je sais qu'il y a des choses qui vont sortir bientôt. Au niveau j'ai eu des informations de la part de BPI, donc voilà. Je pense que ça devrait sortir semaine prochaine ou quelque chose comme ça, mais peut-être que Daniel Dupont a plus d'informations aussi. J'ai une petite question concernant justement les commerces qui ont des problèmes de trésorerie. Comment pourront-ils payer leurs salariés et leurs factures programmées d'avance? Monsieur Dupont, vous avez peut-être une réponse? Oui, alors cela étant, si c'est une fermeture administrative, il y a le chômage partiel. L'activité partielle a redémarré avec le même fonctionnement qu'auparavant. Voilà. Donc c'est un dispositif qui avait été très compliqué à mettre en place au moment du premier confinement, qui continue à
à jouer et qui se poursuit de la même manière. Donc aujourd'hui, on a beaucoup moins de difficultés techniques. Alors après, c'est sûr que les conditions d'attribution de l'activité partielle, on voit que en fonction des directs, hein, d'un département à l'autre, on peut être un peu plus tatillon sur le respect des conditions et la justification des motifs. Donc il faut être vraiment très attentif à ça. C'est la seule différence par rapport à avant. Il y aura des contrôles de la même manière que la première vague, mais en tout cas, pour toutes les entités qui sont fermées, ça ne va pas poser de difficulté. Alors, moi, je voulais rebondir peut-être sur la partie PGE. Donc, effectivement, la façon dont Soderel a utilisé le PGE en différentes phases, c'était vraiment la préconisation qui était faite au départ, c'est qu'aujourd'hui, on peut demander le PGE et ça a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on peut encore demander le PGE si on n'a pas demandé la totalité, hein, puisqu'on a droit jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires en fonction des charges qu'on n'a pas pu étaler ou supprimer. Donc, là encore, hein, il faut pouvoir le justifier. Donc, et nous, on incite fortement les entreprises qui vont pressentir là, à très court terme des difficultés de trésorerie à retourner voir leur banquier pour demander le complément de PGE si elles ne l'ont pas fait. Alors, sur le PGE, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un droit. Non. Les banques qui sont, c'est elles qui décident. D'ailleurs, si elles refusent un PGE, je vous l'ai dit, c'est entre 2,5 et 3%. Elles peuvent venir en médiation. Donc, nous avons sur la Meurthe-et-Moselle 73 dossiers en médiation contre 4 l'année dernière. Donc, vous voyez que l'explosion. Il y a aussi la commission des chefs de service. Et ensuite, après ces deux étapes, c'est la commission des chefs de service au niveau des dettes sociales, fiscales et URSSAF et la Banque de France au niveau de la médiation du crédit. Il y a la possibilité de saisir le CODEFI qui a été réactivé pour notre département, quoi. Donc, le fait que le PGE ait été prolongé jusqu'au 30 juin est une bonne initiative, sachant aussi que le remboursement, la fédération bancaire a accepté le remboursement différé d'une année supplémentaire, mais c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est super, on va y aller, mais en réalité, c'est bien au cas par cas. Et c'est la banque qui décide avec un dossier nécessaire à constituer. C'est plus de l'automatique, hein. Donc le différé supplémentaire d'une année sera à présenter 2 à 4 mois avant la fin du non-remboursement du PGE. Donc si vous avez souscrit un PGE, Madame Lopez, en avril, c'est début janvier qu'il faut regarder. Si vous allez de quelle manière vous allez rembourser, et éventuellement si vous sollicitez à nouveau votre banquier pour demander un différé d'une année supplémentaire. Mais là, c'est vraiment au cas par cas et ça sera plus compliqué ce différé que l'obtention quasi automatique des PGE qui ont eu lieu en 2020. Donc, alors, oui, vas-y. Juste pour rebondir, c'est là où ce que présentera M. Grosmaître tout à l'heure sur l'utilité du budget de trésorerie va être important. Et qu'à un moment donné, il faut pouvoir justifier la demande aussi. Tout à fait, parce que c'est la fédération bancaire a accepté la demande du ministre de l'économie, mais en disant que, d'ailleurs, son communiqué est clair là-dessus, hein. Il sera possible d'intégrer ce différé, sachant qu'au total, la durée totale du prêt restera 6 ans, hein, parce qu'on pouvait avoir un remboursement en 2021 total, ou alors un étalement pour 5 ans supplémentaires, ce qui fait 6. Donc s'il y a un différé d'une année supplémentaire, il faudra rembourser dans les 4 années suivantes, sauf nouvelle décision gouvernementale, quoi. Alors sur les PGE, effectivement, il y a quand même 600 000 entreprises en France qui ont sollicité le PGE pour 124 milliards, donc on est loin des 300 annoncés par le gouvernement, donc il y a encore une marge de manœuvre. Et la région Grand Est, avec nos 10 départements, nous sommes à 41 milliards, donc nous sommes la 6e région sur les 13, avec 41 280 entreprises. Et chez nous, dans notre beau département, il y a quand même 4 552 entreprises qui ont demandé le PGE pour 684 millions. Alors, par rapport aux sommes annoncées par Madame Lopez, le plus gros PGE, c'est 60 millions dans le département et le plus petit, c'est 3 000 euros. Donc, vous voyez, sachant que…
Petite question justement sur les PGE. Est-ce qu'il est possible de simplifier la procédure? Elle est déjà très simple. Elle est déjà très simple. Bon. Franchement, on a eu peur au début, hein, Daniel, oui. Quand on échangeait. Ça a duré pendant 15 jours. Aujourd'hui, franchement, la façon de débloquer le PGE se passe très bien. Et on a bien vu dans tous les secteurs d'activité. Alors après, il y a les entreprises qui sont très en difficulté, où là, c'est une autre question. Quand je dis très en difficulté, c'est des procédures collectives ou des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise Covid, où c'est plus particulier. Mais autrement, aujourd'hui, non, ça fonctionne bien. Oui, surtout que le volume est nettement moindre, hein, puisque là, nous, on suit, enfin, c'est la banque qui suit ça avec la BPI. On a toutes les semaines un reporting et maintenant, ça évolue très peu. Hein, donc, nous, on plafonne à 680 millions, on était à 676 la semaine précédente. Donc, il y a très peu d'entreprises maintenant, mais il y en a qui attendent, effectivement, comme disait Valérie Creusot-Rivière tout à l'heure. Donc, hélas, je trouve que c'est simple, mais c'est comme au début, ce qu'on disait, on avait des réunions hebdomadaires avec Valérie et puis le président de la fédération bancaire et la BPI au niveau du 54, mais au début, les tuyaux n'étaient pas faits pour ça, que ce soit le chômage partiel, que ce soit le PGE. Là, maintenant, les tuyaux sont adaptés, que ce soit aussi pour chez nous en télétravail, hein, donc les adaptations informatiques ont été nécessaires. Maintenant, pour le chômage partiel, ça va plus vite. Et puis pour les prêts PGE, c'est simple. Hein, vous demandez, il y a une réponse qui vous est faite très rapidement. Et ensuite, il y a le numéro pour la BPI. Quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, sachant que ce que je disais, entre les 60 millions et les 3 000 euros de PGE demandés, on a 90% de TPE qui ont sollicité un PGE, et c'est la population exacte du département. Hein. Le président de la CCI nous rappelle régulièrement qu'il y a 90% de TPE dans le département, et ainsi qu'en France. Donc là, on est pile poil dans l'équerre, donc il n'y a pas de refus par rapport aux entreprises qui sont très petites, hein, sachant au niveau des secteurs, il n'y a pas d'annonce, c'est bien évidemment le commerce, l'hébergement, la construction, voilà, qui sont les plus demandeurs, quoi. Et l'industrie nettement moins, mais avec des volumes plus importants. Bien, merci, monsieur Dupont. N'hésitez pas à solliciter votre expert comptable si vous avez une difficulté de… Justement, Madame Creusot-Rivière, je vais vous laisser la parole. Vous représentez des experts comptables et le soutien que vous pouvez apporter aux entreprises. Ok. Et peut-être pour répondre à la question que je voyais passer, est-ce qu'on prévoit déjà une fin de la perfusion des entreprises aujourd'hui? Bon, on a annoncé des mesures, on va reparler aussi du fonds de solidarité. Donc, de toute façon, tant que la période de confinement dure et que les fermetures d'entreprises sont là, pour l'instant, le gouvernement annonce l'accompagnement avec l'activité partielle. Mais effectivement, on sait qu'à partir du 1er janvier 2021, en principe, au niveau de l'activité partielle, il y a des choses qui vont peut-être changer au niveau de l'indemnisation. Donc, on va voir à suivre. Alors, vous voulez que je partage mon document moi-même, c'est ça? Oui, vous pouvez. Rapport à… Alors. En attendant, j'avais une autre question. Comme le chômage partiel démarre en fin de mois, comment les entreprises peuvent, entre-temps, on la verra plus tard, la question. Comment les… Alors, dites, je n'ai pas… Voilà. Vu que le chômage partiel n'interviendra qu'en fin de mois, comment ça va se passer, surtout pour le mois de novembre, pour les entreprises, et la fin du mois d'octobre? Voir avec le banquier. C'est sûr qu'il faut voir avec la banque, oui. Donc, la réponse sera peut-être la prochaine fois sur le financement avec Aprofin. Est-ce que le document est visible? Oui. Alors, je vais passer très vite. Hein. L'idée, puisque c'était le thème, c'est piloter sans improviser et essayer de voir comment on peut préserver la trésorerie. Donc, moi, j'ai essayé de travailler sur toutes les pistes qui sont liées aux actifs, aux passifs et de faire le lien avec le budget de trésorerie qui sera présenté ensuite par M. Grosmaître. Donc, on sait pourquoi on doit préserver sa trésorerie. Hein. Donc, ça, je vais passer. La baisse de la trésorerie, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, c'est la baisse du résultat qui va l'engendrer, mais c'est aussi les fermetures et la baisse d'activité.
éventuellement le besoin de réinvestir, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui essaient de se réinventer en investissant dans le numérique, en mettant en place des choses. Donc ça, c'est aussi des sollicitations qu'on peut avoir auprès des banques, hein. Donc l'idée, en tout cas, quand on est très tendu au niveau du financement, c'est déjà de travailler sur son besoin en fonds de roulement, en améliorant le recouvrement des créances, en décalant des règlements fournisseurs, en minorant les achats de stock. Bon, ça, je pense que c'est des choses de base, hein, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Il y a des outils, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très présent auprès de nos clients pour faire des budgets de trésorerie. Alors, il y a la vision à court terme qui est le plan de trésorerie qui sera présenté tout à l'heure, et le budget de trésorerie avec une vision à long terme, parce que quand on parle des PGE, comme on vient de le dire, c'est qu'à un moment donné, on va solliciter des PGE, mais il faudra aussi pouvoir les rembourser. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que le modèle économique qu'on a va permettre aussi de rembourser tout ça? Alors effectivement, là encore, c'est compliqué d'émettre des hypothèses, parce que quand on est en période d'incertitude, et on voit bien aujourd'hui qu'on ne sait pas combien de temps tout ça va durer, mais il faut quand même essayer d'en émettre. Mais là, je ne vais pas empiéter sur la partie suivante. Donc gérer son poste fournisseur, bon, on sait qu'il ne faut pas trop jouer sur le poste fournisseur. On est très attentif aujourd'hui à l'esprit de solidarité et le niveau du crédit interentreprise. Je pense que Daniel Dupont peut aussi en parler. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut payer ses fournisseurs parce que les difficultés que vous avez, vous, ben, tout le monde les a. Et ce n'est pas en bloquant les règlements fournisseurs qu'on va régler les problèmes. Après, on peut négocier des délais de paiement quand on est dans de grosses difficultés. On peut aussi avoir des litiges et à ce moment-là, recourir à la médiation. Là encore, Daniel Dupont pourra intervenir puisque c'est à la Banque de France que les choses se passent. Mais on peut aussi solliciter la prévention. Donc ça, j'ai un message aussi du président du tribunal de commerce qui nous dit aujourd'hui, attention, dans ce monde d'incertitude et de difficultés, parce que autant après la première phase de confinement, ça a été très difficile, les entreprises commençaient un peu à repartir. Là, cette fermeture brutale donne un coup de massue et ne rassure pas les entreprises. On s'attend à ce qu'il y ait quand même un peu de difficultés et d'entreprises qui vont peut-être aller vers le redressement, la liquidation. Si on était dans des difficultés très graves, aller au tribunal, il existe des procédures amont, et en tout cas de pouvoir constituer des dossiers, parce que si ensuite on se trouve engorgé avec des problèmes administratifs, on aura du mal à traiter les dossiers. Donc là, c'est aussi un conseil. Essayer en amont aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a 50% de moins de procédures collectives par rapport à l'année dernière, ce qui montre aussi que les PGE ont permis aux sociétés de tenir, mais en 2021, on aura peut-être plus de difficultés. Bon, la cotation Banque de France, c'est un élément quand on a des difficultés, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une période un peu plus compliquée pour ça, et là, pareil, Daniel Dupont pourra peut-être rebondir. Bon, suivre sa masse salariale, mettre en place l'activité partielle, donc ça a très très bien fonctionné. Et aujourd'hui, bah, il faut réactiver les choses en essayant de bien respecter la justification. Bon, pour tous les commerces qui sont fermés, on n'a pas de difficulté, hein. Après, effectivement, on a des entreprises dans lesquelles on sait qu'on peut être en télétravail. Donc là, il faut savoir qu'il y aura aussi des contrôles parce que la tentation, enfin la difficulté aussi, c'est les effets d'aubaine qu'il peut y avoir à certains moments. Mais toutes les entreprises qui ont des difficultés peuvent évidemment demander l'activité partielle. Et aujourd'hui, c'est fluide et ça fonctionne. Alors, il y aura des ajustements, il y aura encore des DSN avec des blocs de régularisation au niveau des cotisations sociales, mais ça fonctionne. On surveille les clients, et là, ben, soyez attentifs, mais je pense que vous l'êtes tous. Facturez, revoyez vos procédures, demandez des acomptes quand vous faites travailler vos clients, diminuez les délais de paiement avec l'escompte. Enfin, est-ce qu'on relance correctement? Bon, ça, c'est des choses de base. L'action sur les stocks, hein, le stock, c'est de la trésorerie. Donc, à un moment donné, mais je sais bien que quand on est fermé, c'est difficile de vendre et de déstocker. C'est là où il faut peut-être se réinventer. C'est là où on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs qui se sont mis en place avec le click and collect, avec tout le numérique. Donc, n'hésitez pas à solliciter tous les acteurs locaux qui peuvent vous accompagner dans le pilotage de tous ces outils numériques. Nous, les experts comptables aussi, hein, on commence à être un peu formés. Alors, n'hésitez pas à solliciter votre cabinet qui pourra peut-être vous aiguiller vers quelqu'un si vous en avez besoin. C'est aussi des pistes. Et il y a vraiment, au moment du premier confinement, on a vu qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Mais là, au niveau du deuxième confinement, il y a vraiment des choses qui fonctionnent pour au moins limiter la casse, même si ça ne règle pas tout. L'action sur les dettes sociales fiscales,
Aujourd'hui, on sait qu'au niveau social, l'URSSAF a communiqué, hein, donc toutes les échéances de règlement de cotisation peuvent ne pas être payées pour les entreprises qui sont fermées. Pour les autres, il faut se poser la question de est-ce qu'on est en difficulté, est-ce qu'on peut ou pas payer. Et puis, au niveau des indépendants, donc, les caisses ont fait savoir qu'elles ne prélèveraient pas ce mois-ci. Donc, attention, là encore, j'attire l'attention pour ceux qui travaillent. Si on ne vous prélève pas vos cotisations sociales, demain, vous risquez d'avoir un revenu à déclarer supérieur. Donc attention, c'est vous qui devez faire la démarche de régler auprès de l'URSSAF. Donc pensez-y, avec des règlements par virement. Et puis ensuite, il y a les procédures CCSF, hein, Commission des chefs de services financiers, qui fonctionnent dans les dispositifs de crise. Là encore, Daniel Dupont pourra rebondir. Alors, j'avais mis un slide sur la médiation du crédit. Donc, quand on a une difficulté, on peut parvenir à un accord donc avec l'aide d'un tiers. Les procédures de prévention donc auprès du tribunal de commerce, que sont le mandat ad hoc ou la procédure de conciliation, ce sont des procédures qui sont totalement confidentielles, mais qui permettent effectivement de solliciter des tiers qui pourront vous accompagner. Tout ça, c'est des mesures pour éviter l'isolement et aider le chef d'entreprise. Mais en tout cas, ça peut aider aussi à préserver la trésorerie le cas échéant. Les mesures, oui, qui sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020 pour l'instant, dans le cas de créanciers récalcitrants, donc le président du tribunal peut, sur requête du débiteur par une ordonnance, interrompre ou interdire une action en paiement ou une action en résolution de contrat. Donc là encore, c'est peut-être des choses qui peuvent être à solliciter. On sait aussi qu'il va y avoir des choses au niveau des loyers, puisque dans le projet de loi de finances, il y aura un crédit d'impôt allant jusqu'à de 30%. Quand un locataire décide d'abandonner des loyers, donc ça, c'est des choses qui vont être activées, hein, c'est dans les tuyaux, donc ça fait partie des mesures. Le Codefi et le CIRI, donc là, c'est quand on rencontre des problèmes de financement avec les banques ou de règlement avec les administrations, donc c'est des comités qu'il faut aussi solliciter, hein, quand on a des difficultés. Alors, je passe vite, on pourra peut-être transmettre les supports, hein, mais s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. La commission des chefs de services financiers, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, ça permet de négocier en toute confidentialité des délais de paiement quand on a vraiment des difficultés avec un fournisseur. Donc, il faut savoir que toutes ces procédures existent et qu'elles fonctionnent, notamment dans cette période de crise, que tous les acteurs locaux sont en relais et qu'on peut le mettre en place. On peut agir sur le fonds de roulement aussi. Alors, augmenter le capital, bon, ça, c'est les actionnaires, hein. Stopper les distributions de dividendes, d'ailleurs, dans les grandes entreprises, c'est une nécessité, d'ailleurs, puisque ça fait partie des textes, notamment quand on va demander le PGE. Au niveau des dettes financières, peut-être qu'il faut rééchelonner des prêts. Et d'ailleurs, dans le cadre des budgets de trésorerie, on le verra, ça fait partie des dispositifs possibles, hein, quand on a ces difficultés-là. Donc, en plus des PGE, peut-être que quand le modèle économique tient la route et qu'on peut l'expliquer à la banque, c'est un motif de rééchelonnement des prêts possible. Donc, je passe tous les dispositifs dont on a parlé tout à l'heure, un PGE, prêt participatif. On peut travailler sur ses actifs, bon, porter les investissements, ça, beaucoup de monde l'ont fait, mais en même temps, il faut aussi que l'activité continue. Donc, il faut peut-être aussi pouvoir répondre à des besoins d'investissement pour pouvoir justement poursuivre ou réinventer son modèle économique. Éventuellement désinvestir, céder du matériel, hein, qui est non nécessaire à l'exploitation, céder son portefeuille titre pour retrouver du cash, hein, c'est des pistes de réflexion. Bon, il y a toutes les solutions de financement court terme, de découvert, de facilité de caisse, de billets à ordre de trésorerie avec des garanties BPI, de cession d'AI. Je ne veux pas expliquer tous ces dispositifs, hein, mais il y a des dispositifs sur le crédit court terme, le crédit client, les relais TVA. Alors aujourd'hui, l'administration fiscale, elle n'a pas encore tout précisé, mais il va y avoir des reports également au niveau des échéances de taxes foncières, etc. Alors, la TVA, non. En général, et dans le premier confinement, notre ministre nous a bien dit qu'il ne fallait pas jouer sur la TVA. Donc, la TVA, c'est quelque chose qui doit être payé. Par contre, quand on est en grande difficulté, alors ça, c'est des demandes annexes qui peuvent être faites, hein, au niveau de la DGFiP, on peut aussi discuter sur cette question de TVA. Bon, après, il y a l'affacturage,
le financement du carry-back, hein. C'est un remboursement anticipé est possible dans le cadre de la crise Covid. On oublie parfois le carry-back, hein, le report en arrière des déficits, donc qui est une créance sur l'État. Donc, allez solliciter aussi le remboursement du carry-back, les cautions bancaires, etc. Leaseback d'actifs, donc ça, c'est une mesure qu'on peut utiliser aussi dans le cadre du plan de financement. Quand on sait que on va être dans une difficulté et qu'il va falloir rembourser des prêts qu'on n'avait pas anticipés auparavant, peut-être qu'on peut, le procédé de leaseback, c'est de revendre l'immobilier qu'on a à l'actif en le refinançant. Donc ça, c'est annoncé aussi dans le projet de loi de finances, qu'il y aura éventuellement des reports, des étalements de la plus-value. Donc c'est un dispositif qui va permettre aussi de dégager du cash dans les dossiers. Renforcement du fonds de roulement avec un prêt structurel de trésorerie. Bon, attention, hein, toujours être attentif, et c'est là où le budget de trésorerie va être important, d'avoir la CAF nécessaire qui permette ensuite de rembourser tout ça, hein. Mon conseil, c'est qu'effectivement, il faut piloter avec une vraie stratégie, savoir essayer d'estimer comment les choses vont se passer avec tout le contexte actuel, et puis de travailler sur le long terme, hein. Donc le plan de financement et le budget, il est très important dans ce cadre-là. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais y répondre. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vais passer la parole à Madame Lopez, puisqu'elle est aussi en relation avec son expert comptable et elle va peut-être nous expliquer un peu ce qu'elle a mis en place, elle, par rapport à sa situation. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est très important de se faire aider et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel effectivement à son expert comptable, mais aussi à tous les autres acteurs qui sont en cette période vraiment très bienveillants. Et je dois avouer que moi-même, j'ai repris des cours parce que c'était tellement violent quand même tout ce qui nous arrivait là. J'ai repris des cours. En plus, mes collaboratrices étant absentes au mois d'avril, il a bien fallu sortir tous les dossiers seuls. Et ça m'a été vraiment très utile. Et je dois avouer que j'ai vraiment fait un bond et j'ai vraiment progressé avec ce qui vient de se passer. Okay. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est le fonds de solidarité. Donc, vous avez tous vu que le fonds de solidarité pourrait aller jusqu'à 10 000 € pour les entreprises qui sont fermées. Alors, le décret est sorti le 3 novembre. Le 4 novembre, on a eu le décret consolidé. On est en train de décrypter tout ça, donc vous allez avoir des communications très prochainement. Alors, c'est quand même un calcul qui va être compliqué. Alors, le premier fonds de solidarité avait été compliqué. Celui-là, donc, il va se distinguer en fonction des situations. Donc, si on est au mois de septembre, donc on a une aide possible avec les interdictions d'accueil du public qui était le cas entre le 25 et le 30 septembre. Si on est au mois d'octobre, on va avoir un fonds de solidarité qui va être différent en fonction que l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou que l'entreprise est située dans une zone de couvre-feu ou que l'entreprise est située en dehors d'une zone de couvre-feu, en sachant que les secteurs éligibles ont été définis, que certains secteurs nécessitent une attestation de l'expert comptable, que la demande va se faire en ligne sur le site des impôts, qu'on pourra avoir des choix entre l'un et l'autre dispositif. Là, je vous précise qu'il sera utile de vous faire accompagner, mais en gros, les 10 000 € correspondent à 333 € par jour de perte de chiffre d'affaires. Donc, évidemment, ce sera proratisé en fonction de la perte subie par rapport à l'année d'avant, en sachant que dans certains cas, on est sur une baisse de 50% du chiffre d'affaires, que dans d'autres, on est plutôt sur une baisse de 80%. Je vous passe tous les détails, mais sachez que ce fonds de solidarité, donc ça vient de sortir, mais le calcul est un peu compliqué. Voilà. Et comme vient de l'expliquer Valérie Creusot-Rivière, effectivement, comme ça s'adresse à des très petites entreprises, les dirigeants qui sont souvent seuls, hein, Madame Lopez l'a expliqué aussi, même dans une entreprise de la taille de Soderel,
Donc c'est compliqué, ce que vient de dire Valérie, ça effectivement génère une absence de sollicitation, quoi. Donc, parce que c'est trop compliqué, quoi. Et d'ailleurs, le fonds de solidarité, au début, ne marchait pas très fort, hein, parce que c'était assez compliqué, quoi. Quand le dispositif a été lancé, on ne pouvait pas l'appliquer. C'est difficile d'avoir un PGE que d'avoir du fonds de solidarité, hein. Donc oui, dans ce deuxième confinement, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de soutien psychologique aussi, parce qu'on voit bien que ce ne sera pas aussi simple, ni économiquement, ni techniquement. Bien, bien, merci. Nous allons passer maintenant la parole à Monsieur Grosmaître concernant justement la constitution de ce plan de financement ou ce budget de trésorerie pour que nous puissions balayer un peu l'ensemble des paramètres à prendre en compte. Bonsoir, vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc effectivement, je vais vous passer un petit peu en revue les différentes recommandations qu'on fait. Donc moi, je suis Jean-Philippe Grosmaître, je suis au sein du département restructuring de Deloitte en France. On intervient aux côtés d'entreprises qui sont en difficulté, qui ont besoin de mettre au point des plans de prévision de trésorerie pour pouvoir renégocier avec leurs banquiers ou les autres parties prenantes, évaluer aussi leurs besoins d'augmentation de capital si le besoin s'en fait sentir. On travaille régulièrement avec les Codéfi et avec le CIRI que vous avez mentionné tout à l'heure. Du coup, on est effectivement dans une phase de la crise où on est pas mal descendu, donc il a fallu d'abord répondre et assurer la continuité d'exploitation, stabiliser l'exploitation, ça c'est ce qui s'est passé au cours de la crise Covid et juste à la sortie du premier confinement. Et puis, il va falloir ensuite se réinventer et être capable de rebondir. Alors, on n'y est pas encore, on pensait commencer à y être, comme le disait tout à l'heure Monsieur Dupont, avec la sortie du premier confinement et une activité qui était plutôt bien orientée entre juillet et mi-octobre. Bon, là, avec le nouveau reconfinement, c'est clair qu'on est dans une phase où il faut être très attentif à nouveau à stabiliser l'exploitation et à anticiper, à rester quand même un peu dans l'anticipation d'une reprise parce que, en fonction des scénarios et compte tenu du fait que, effectivement, comme le disait Monsieur Dupont tout à l'heure, toute la majorité des prêts PGE ont été octroyés, la partie, je dirais, sous perfusion qui a été jusqu'à présent octroyée risque à un moment de s'arrêter et avec des enjeux de besoins de reprise d'exploitation avec des besoins de financement qu'il faudra bien traiter. Donc je vais vous passer, l'idée c'est que bien sûr cette crise génère des questions clés, puisqu'un double choc de l'offre et de la demande. D'abord on a un arrêt de la production de pans entiers de l'économie et un confinement de la population qui a créé une distorsion entre l'offre et la demande. Donc du coup, ça va amener en fait l'ensemble des entreprises à se poser la question de redéfinir leur portefeuille d'offres. Est-ce qu'il y a besoin, par exemple, de changer la chaîne de valeur, changer la façon de s'approvisionner, d'acheter, changer la façon aussi de livrer ses propres clients. Et du coup, ça va remettre en cause une série de services qu'on rend, peut-être mettre en exergue certaines prestations qui étaient considérées comme annexes jusqu'à présent, comme la livraison e-commerce. Donc une évolution aussi de la logistique qui soit conforme aux enjeux sanitaires. La typologie des produits aussi, peut-être passer d'un foisonnement à une typologie de produits un peu plus clarifiée qui permettent d'éviter d'avoir de nombreux invendus. Ensuite, des enjeux de développement. C'est vrai que aujourd'hui, le Covid amène à rediriger certaines priorités de développement produit pour adresser des marchés qui se sont révélés être résilients à la crise. Et c'est aussi bien de l'innovation de pure R&D que des innovations de processus. Et puis enfin, il va y avoir des nouveaux usages. On l'a vu encore une fois avec
des achats en ligne, y compris dans des commerces de proximité, qui peuvent se faire, et donc du coup des adaptations à opérer du point de vue des entreprises. Alors, au niveau de la demande, bon, on a un choc avec une baisse de consommation et une hausse de l'épargne. Donc, la redéfinition de la typologie des clients peut être un vecteur, je dirais, pour réorienter l'activité, sur lequel clarifier votre stratégie. Les besoins aussi des clients entre les biens de nécessité et puis les biens secondaires vont peut-être permettre aussi de segmenter un peu mieux votre offre de produits pour s'adapter en fait à l'évolution des besoins. Et puis enfin, bien sûr, les pouvoirs d'achat, l'impact de la crise sur les pouvoirs d'achat va amener à se poser la question de la diminution de certains volumes de produits vendus. Donc du coup, dans la représentation que vous ferez du potentiel des ventes, il y aura des produits gagnants, des produits perdants en termes de volumétrie, et aussi peut-être une évolution de la consommation, notamment de biens d'équipement, vers plus de location et un petit peu moins d'achat. Donc tout cela va avoir un impact sur la façon de gérer vos activités. Voilà, donc on est dans ce double bouleversement et bien entendu, une telle phase de transition accélérée par les effets de la crise Covid amène à une fragilisation d'un grand nombre d'acteurs. Donc, il va falloir être plus flexible. Donc, du coup, nous, la façon dans laquelle on a caractérisé les enjeux de cette reprise d'activité post-Covid et de l'évolution de l'activité en phase de Covid, c'était de se dire finalement, il y a 4 points fondamentaux de l'entreprise, la finance, les opérations, le commercial et les ressources humaines, qu'il faut adresser avec une vision à court terme, à moyen terme et à long terme, l'ensemble devant être coordonné par une forme de cellule. En général, c'est le directeur général de l'entreprise qui mène cette coordination, bien entendu. L'idée étant de dire quels sont les scénarios de reprise, quels sont les enjeux du coup d'évolution de l'activité et quel va être l'impact de ces évolutions sur l'ensemble des ressources de l'entreprise. Donc comment va-t-on gérer le besoin en fonds de roulement à mesure que les activités reprennent et que l'on est dans une période où on a encore beaucoup de dépenses par rapport aux entrées de revenus. Comment on va gérer les pertes accumulées aussi depuis le début de la crise. Les aides de l'État aujourd'hui sont importantes. Est-ce qu'elles vont durer? Si elles ne durent pas, comment est-ce qu'on adapte la voilure de l'entreprise? Et puis enfin, au sein de votre supply chain, comment va se passer finalement le processus de commande, de stockage et d'assemblage, etc., de valeur ajoutée que vous avez sur vos produits, ainsi que de livraison aux clients, et comment vous allez anticiper l'ensemble de ces processus pour finalement identifier quel sera votre besoin de financement à horizon 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que vous allez peut-être devoir, dans les temps qui viennent, compte tenu de ces grandes évolutions et aussi des besoins d'investissement que je n'ai pas mentionné dans ce tableau, vous allez peut-être devoir évaluer les besoins de financement que vous aurez à la fois en financement bancaire et tous les financements qui ont été mentionnés par Madame Creusot et Monsieur Dupont précédemment, mais également en fonds propres, parce que peut-être que certaines conditions de la pérennisation de votre entreprise au format que vous lui donnerez en sortie nécessiteront de renforcer vos fonds propres pour investir et pour vous adapter. Donc, je vais juste passer à la page suivante. Alors, la cellule de coordination que nous, on recommande pour mettre au point, du coup, une bonne budgétisation de trésorerie, c'est une tour de contrôle dédiée à la fonction finance avec un pilotage des données financières, les données financières à la fois de carnet de commandes, les données financières d'achat. Donc, vraiment, l'importance d'être au fait de tous les engagements qui ont été pris d'un côté et de l'autre
des opérations de l'entreprise. Et puis, comme le disait tout à l'heure Madame Creusot, suivre de près l'activité partielle, tout ce qui va permettre d'avoir des rentrées d'argent qui ne sont pas liées directement à l'activité et au contraire à une forme de compensation. Ensuite, il est important que vous ayez à l'échelle de votre activité une modélisation financière relativement flexible de votre plan de trésorerie. On ne parle pas de ce qui est d'ordre 2, qui pourrait être quelques crédits d'impôt qui sont, je dirais, saupoudrés sur votre activité à l'année pleine, mais déjà les encaissements et décaissements que vous allez pouvoir avoir au niveau de votre activité pour déjà vous conforter sur l'état de votre trésorerie dans 3 mois, dans 6 mois. Alors, il y a une part de décaissement-encaissement pour le très court terme, et puis après, quand on se projette, il faut projeter des recettes, projeter des dépenses, mais quelque part se sécuriser avec des hypothèses réalistes et ensuite voir comment vous allez faire levier sur vos partenaires financiers, donc les banques, mais aussi d'autres prêteurs. Voilà. Et bien entendu, un deuxième aspect, c'est procéder à un inventaire des contrats en cours. Quels sont les risques liés aux contrats que vous avez en tant que avec vos clients? Quels sont aussi les risques que vous avez sur les contrats que vous avez en cours par rapport à certains de vos fournisseurs, des fournisseurs d'équipement, des contrats de location qui pourraient avoir des clauses, qui pourraient remettre en cause certaines formes de financement. Voilà. Et l'idée, c'est de tenir finalement un tableau de bord de synthèse pour le court terme de tous ces enjeux pour éviter que vous vous retrouviez à un moment avec le déclenchement d'un besoin de financer auquel vous ne puissiez pas faire face ou que vous n'ayez pas anticipé. Voilà. Pour le moyen terme, bien entendu, il s'agira d'ajuster un peu les prévisions de vente et les prévisions d'achat et d'intégrer ça dans la détection avancée de risques potentiels de liquidité et puis de faire le bilan des ressources financières dont vous aurez besoin pour, je dirais, redémarrer votre activité et pouvoir à nouveau avoir de la croissance. Donc ça, c'est une partie de coordination et qui va ensuite se décliner sur vos opérations financières, vos opérations commerciales, vos opérations, je dirais, de production et puis vos talents. Donc, pour aller très vite sur la partie financière, parce qu'on en a déjà parlé, et je veux pas trop nous répéter, il y a quand même un besoin d'actualiser les besoins commerciaux réels. Quand vous êtes dans alors là, on est plutôt dans un environnement manufacturier. Si vous avez la possibilité de mieux anticiper la baisse des cadences de vos propres clients, ça va vous aider à prévoir du coup de votre côté de faire des prévisions relativement réalistes et très rapidement vous montrer quelles sont les typologies de décisions à prendre en termes de la gestion de vos coûts, que ce soit les coûts variables et les coûts fixes, voilà, et quelque part de rationaliser du coup vos capacités de production de manière à ce que vous puissiez décider d'arrêter certaines lignes de fabrication et de les mettre en stand-by tant que la capacité n'est pas utilisée. Bien entendu, ce qui est important, c'est que va se poser à un moment, si vous avez des problématiques de trésorerie, de quel fournisseur payer plutôt que d'autres. Alors l'idée n'est pas de recommander de créer de l'encours, des retards, mais quand vous avez ce type de problématique qui commence à se poser, vous avez du coup vraiment un rôle à jouer important dans la gestion pour vous assurer qu'au moins vous allez continuer à approvisionner l'entreprise et qu'elle puisse continuer de produire en ne bloquant pas certains fournisseurs clés. Ça, c'est pour le très court terme, vraiment le pilotage du cash, de la trésorerie qui est clé. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire un plan de trésorerie à 13 semaines. Pourquoi 13 semaines? Ça fait 3 mois plus une semaine. Ça permet de bien anticiper
le paiement des salaires, tout ce qu'on reçoit comme aide actuellement, mais aussi tous les décaissements à faire, phasés dans le temps, de gérer ça en face de certains indicateurs habituels comme le nombre de jours de stock, le nombre de jours d'achat et le nombre de jours clients que vous avez l'habitude d'utiliser en période normale. Et puis, comme le disait tout à l'heure Madame Creusot, je ne vais pas y revenir trop, envisager tout ce qui peut être fait en termes de déstockage, de négociation avec les clients pour des paiements de créances en retard, voire même d'acompte sur certaines commandes. Certains donneurs d'ordre peuvent le comprendre, ils sont prêts à le faire, on l'a vu dans l'aéronautique. Et puis, donc, le recours au chômage partiel et le décalement des engagements de long terme, notamment sur les paiements de certains outillages lorsqu'on est dans des domaines où, de toute façon, les commandes ne sont pas encore là du fait de la crise. Voilà. Pour la partie, alors le recours aux facteurs, le recours aussi à d'autres financements dont on n'a peut-être pas parlé, on voit fleurir en fait du financement de stock avec, alors on sait que c'est toujours la partie la plus difficile à financer parce que c'est une partie qui est moins fongible que les créances clients, elle est un peu plus spécialisée, mais je dois attirer votre attention sur le fait qu'il y a maintenant des acteurs sur le marché qui sont capables de prendre des financements sur le stock depuis les matières premières jusqu'aux produits intermédiaires et aux produits finis, ce qui peut quand même, dans une phase au moins de reprise, peut-être pas la phase actuelle où on a un peu de surstock, mais dans une phase de reprise, permettre d'aider à financer le besoin en fonds de roulement. Voilà. Et puis, donc, vous avez toutes les demandes de prêt de PGE auprès de la BPI qui ont été, et des autres banques qui ont pu être émis. Sur le moyen terme, toute cette approche je dirais de budget de trésorerie doit quand même mettre en évidence les impasses dans lesquelles vous pourriez être du fait du format de votre entreprise et de la réduction de son activité, malgré le fait que vous avez pu régler et réduire certains coûts, notamment variables et quelques coûts fixes. Il se peut que vous soyez déficitaire structurellement et que donc vous ayez besoin de trouver une solution pour éviter une érosion trop avancée de vos capitaux propres. Et là, du coup, l'idée de ce budget de trésorerie, c'est sur du moyen-long terme, hein, on parle à horizon 24 mois, c'est aussi de vous amener à identifier des leviers que vous allez pouvoir actionner vis-à-vis des banques et des créanciers, je dirais, traditionnels, mais aussi en termes de besoin d'augmentation de capital éventuel, voire d'enjeux de cession de certains actifs qui soient non stratégiques. Ça peut être un bâtiment dans une activité que vous pouvez relouer en l'ayant cédé. C'est le leaseback, par exemple, dont parlait Madame Creusot tout à l'heure, mais aussi la cession de peut-être d'ateliers ou de sites qui sont moins clés pour votre activité et qui peuvent être intéressants pour un autre acteur du marché qui peut le reconvertir. Et bien sûr, tout cela réduit un peu le patrimoine de l'entreprise, mais lui permet de s'adapter à la crise. Donc voilà un peu pour les leviers, je dirais, financiers. Pour les leviers opérationnels, je vais y passer plus vite. C'est clair que dans cette phase, le pilotage donc, du carnet de commandes et des opérations doit être le plus proche de la finance. Et bien entendu, le directeur général de l'entreprise est là pour veiller à cela, mais je dirais la bonne coopération entre la fonction financière et la fonction opérationnelle est essentielle pour être toujours au fait des goulots d'étranglement qui pourraient empêcher la production et du coup l'émission du chiffre d'affaires et la livraison des clients pour le peu de volume qui reste à fabriquer. Donc être vraiment très vigilant sur ces aspects-là. Sur des sous-traitants qui pourraient être aussi, ou des fournisseurs qui pourraient être en difficulté, certaines ruptures d'approvisionnement peuvent être très dommageables à votre propre activité. Et puis enfin,
au niveau du court terme, bien sûr, vous allez devoir, mais je pense que vous l'avez déjà fait, revoir certaines dépenses d'investissement. Certains investissements de maintenance peuvent être peut-être repoussés dans le temps de manière à préserver vos liquidités pour faire face à la crise actuelle. Quand on se projette dans le moyen terme, on recommande d'évaluer un grand nombre des surcoûts qui sont générés par la redéfinition des flux de production et puis de mettre en place des mesures correctives pour, par exemple, fermer des ateliers, rebasculer la production sur des ateliers avec un meilleur taux d'utilisation et puis être capable de réduire ses stocks, qui est vraiment un des nerfs de la guerre, et pour aussi tâcher, là encore, et c'est là toute la difficulté, hein, d'identifier comment placer vos stocks de produits finis pour éviter des pénuries chez vos clients, parce qu'un client qui a une pénurie venant de production faite chez vous, ça peut générer un client qui va décider de recourir à une seconde source d'approvisionnement. Voilà, et du coup d'intégrer finalement votre perspective de reprise dans un business plan, mais qui va associer à la fois les volumes de production envisagés, du coup les marges associées à votre structure de coûts actuelle, notamment de coûts fixes, et vos besoins d'investissement. Donc vraiment, l'idée c'est dans cette préparation de reprise, un budget de trésorerie doit finalement faire la synthèse de tout ce que vous voyez comme étant nécessaire à mettre en place comme mesures correctives sur vos opérations. Et sur la partie commerciale, bien sûr, la difficulté actuelle, c'est à la fois d'être en mesure de faire des prévisions avec vos clients pour le moyen terme. Et là, moi, j'attire l'attention sur le besoin de faire des scénarios. Lorsque vous avez une grande dépendance à certains grands donneurs d'ordre, bien entendu, c'est de vous rapprocher d'eux et de définir un peu ces scénarios, un scénario bas très conservateur, un scénario ambitieux, parce que quand même, tout le monde cherche à trouver des solutions pour sortir de la crise, et puis un scénario peut-être plus optimiste, en vous reconcentrant sur peut-être des marchés qui ont moins souffert. Vous avez par exemple des entreprises qui sont dans l'usinage et qui souffrent beaucoup du côté des clients en aéronautique, mais un peu moins du côté des clients dans la machine agricole ou dans d'autres secteurs un petit peu plus résilients. Voilà, donc tous ces éléments-là finalement de scénarii sur ce que les clients vont demander sur l'évolution des portefeuilles de produits qu'il faut donc en déduire, vont venir alimenter cette prévision et in fine les besoins en financement qui viendront de ces prévisions. Et puis le dernier point, c'est les talents et l'organisation du travail. On a déjà parlé de l'ACP de longue durée dans certains secteurs industriels. Une des questions qui se pose aussi, bien entendu, c'est la façon finalement à quel rythme vous allez redémarrer si vous avez des dispositifs industriels, vos capacités et quelle mise en place de suivi des salariés vous allez pouvoir mettre en place au cours des mois qui viennent pour quelque part variabiliser un peu vos coûts le plus possible. Et puis, bien sûr, va se poser la question aussi du départ de certains de collaborateurs pour diminuer votre structure de frais fixes. Et tout cela coûte de l'argent. Ça n'est pas souhaitable, bien entendu, pour la majorité des cas, mais il y a ce besoin pour l'entrepreneur de aussi peut-être remettre en cause certaines fonctions, certaines modes de fonctionnement et d'anticiper aussi du coup un coup de séparation qui devra peut-être lui permettre de retrouver un point mort plus bas. Donc voilà un peu les 4 segments autour desquels on réfléchit quand on accompagne les entreprises. Et ce qui est très clair, c'est qu'on va vers une nouvelle normalité, pour finir là-dessus,
et une nouvelle normalité qui finalement va vous amener à vous poser des questions à la fois sur votre culture d'entreprise. Vous étiez peut-être dans un métier très au contact de vos clients. Est-ce que vous allez pouvoir évoluer vers un peu plus de vente à distance? Des nouvelles technologies innovantes vont vous être utiles pour réaliser cette transformation, peut-être des gains de productivité avec vos salariés, avec plus de travail à distance, avec une main-d'œuvre plus efficace, mais aussi avec des nouveaux canaux de vente qui nécessiteront des systèmes d'information appropriés. Et puis enfin, cette crise aura une fin. La question, c'est de savoir à quel format on ressortira de cette crise. Donc, il faut d'ores et déjà regarder dans quel secteur de croissance vous voulez réorienter votre activité. Et tout cela aura des impacts sur votre plan de sortie et vos scénarios. Donc, j'espère avoir pu vous brosser un peu les différents enjeux qui permettent de à la fois traiter les difficultés actuelles, mais aussi se projeter dans ce budget de trésorerie qui permettra derrière de prendre des décisions de gestion et d'évolution de votre entreprise. Et je suis bien entendu très ouvert à toutes vos questions. Merci, merci Monsieur Gromer. Avant de laisser la parole à Madame Lopez, j'aurais une petite question. L'activité va forcément diminuer, et c'est dommage ces temps-ci, ce qui va faire augmenter peut-être de façon illusoire le BFR, qui va le faire diminuer, pardon. Et cette diminution de BFR, quand il y aura reprise, va peut-être en donner l'illusion d'être dans une situation confortable, alors que la trésorerie ne le sera pas. Comment anticiper cet effet ciseau? Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le graphique que je vous avais présenté, c'est que entre avril et septembre, il y avait eu une augmentation de 174 milliards d'euros sur la trésorerie au niveau national et au niveau des dettes. Donc il n'y a pas eu de dérapage. Ce qu'il y a, c'est que le PGE a servi d'amortisseur. Donc, comme on était en troisième trimestre sur une croissance de 18, effectivement, le BFR a augmenté. Et on a sollicité, on a, entre guillemets, tapé dans le PGE. Et puis là, on va recommencer dans une phase moins expansive, hein, même récessive peut-être. Et donc, là, nous allons avoir une reconstitution des BFR. Et donc, à la sortie, enfin, je ne sais pas quand, à la sortie de la crise, les BFR vont normalement augmenter, sachant que vous avez aussi, et Valérie l'a expliqué tout à l'heure, il y a eu aussi une explosion des jours de délai de paiement, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est constitué un comité de crise des délais de paiement dès le début du confinement, où on a eu une explosion des rejets des faits, etc., des allongements de délais. En plus, je reviens dans le bâtiment, mais au niveau des collectivités territoriales, n'ayant plus personne pour piloter pendant cette phase où le deuxième tour a été reporté fin juin avec reconstitution des communautés, des métropoles, etc. pendant les vacances, effectivement, je parle donc dans le bâtiment, nous avons eu des explosions de délais de paiement, par exemple, des collectivités. Mais ça, c'est un effet classique, hein. Dès qu'il y a une reprise, le BFR augmente et on sollicite les banquiers. Là, pour l'instant, les banquiers ont anticipé avec le PGE, hein, donc, et il faudra voir s'il y a la reprise, pour maintenant peut-être une nouvelle reprise début janvier, à espérer. Donc là, il y aura peut-être une nouvelle sollicitation, mais comme le disait Valérie tout à l'heure, on peut encore solliciter le PGE jusqu'au 30 juin. Hein, donc, on peut compléter, parce que, effectivement, si vous n'avez pas sollicité pour les 25% de chiffre d'affaires, ou pour le pré-tourisme, c'est un peu plus, donc vous pouvez ressolliciter les partenaires financiers, quoi. C'est là où tout le travail sur le budget et la vision à court, à moyen et long terme est importante, parce qu'effectivement, le BFR, parfois, quand on crée une entreprise, on l'oublie.
quand on développe son activité, qu'on fait de la croissance externe, on l'oublie des fois aussi. Et là, on est dans une situation un peu similaire. On est dans une période particulière où effectivement, il va y avoir une illusion d'augmentation de trésorerie parce qu'on a obtenu du PGE des décalages de règlement. Et pour autant, à un moment, il va falloir voir comment on va rembourser tout ça. Donc, il faut l'intégrer aussi. Le stock va se reconstituer. On va à nouveau retomber dans une période normale. Comment on revient dans cette période normale? Et c'est vrai qu'en début de crise, lorsque les volumes de commandes baissent fortement, finalement, le BFR a un effet de parachute sur la trésorerie, puisqu'on continue d'être payé par les clients et on achète un peu moins pour fabriquer un peu moins. Et cet effet s'inverse lorsqu'on reprend, et c'est là où on a vraiment besoin de financement. Et c'est vrai que du coup, le parachute du BFR dû à des baisses de volume plus le PGE a finalement doté pas mal d'entreprises d'un certain matelas de trésorerie. Mais quand on regarde l'activité mensuelle de ces entreprises, aujourd'hui, elles consomment de la trésorerie de façon récurrente, même s'il y a quelques aides de l'État. Et donc, du coup, la question va être, au moment du redémarrage, de ne pas se retrouver à court de trésorerie qui aura été, je dirais, progressivement grignotée, alors qu'on a un besoin, au contraire, de financement du BFR. En sachant que dans les crises précédentes, on savait qu'on avait déjà fragilisé pas mal d'entreprises au niveau des besoins en fonds de roulement et des fonds propres. Donc, Mais au niveau du département, bon, on a les stats à fin août, mais ce qui est pour les micro-entreprises et pour les PME, micro-entreprises, on a 150% d'augmentation de l'endettement à court terme, hein, donc c'est énorme. Et au niveau des PME, on est dans le département, hein, on est à 80%, donc c'est quand même... Bon, c'est sur les 680 millions, je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est énorme. Donc derrière, il y a quelque part, comme on le disait précédemment, une petite réserve. Bon, après, quand ça redémarrera, là, ça sera à voir. Bon, et puis est-ce que les banques seront aussi favorables à octroyer des prêts dits classiques? Parce qu'il faut ne pas oublier que les prêts, c'est garanti à 90% par l'État. Hein, donc les banques ont un risque sur les 680 millions octroyés dans le département, il y a 68 millions à la charge des banques et le reste, c'est l'État. Hein, donc, et au niveau national, c'est 123 ou 124 milliards, comme je vous avais dit. Donc, vous voyez, c'est 10% pour les banques et 90%. La structure des banques, pour l'instant, est solide aussi. Hein. C'est l'État qu'il faudra voir. Donc. Et une des questions qui va se poser, je vous la pose peut-être, Monsieur Dupont, c'est au moment de ces besoins nouveaux qui vont paraître, il va y avoir du coup des demandes des entreprises aux banques de financer leur réaugmentation de BFR. S'il y a des prêts de financement, est-ce qu'ils seront juniors par rapport aux prêts PGE, de type PGE, et du coup, est-ce que ça va être un frein pour l'octroi de ces prêts par rapport aux engagements qui ont été pris récemment? Alors, si le PGE est étalé, ce qui sera la majorité des cas, hein, sur les 6 ans, puisqu'on ne peut pas aller au-delà, même s'il y a un différé supplémentaire d'1 an, les banques vont tenir compte dans l'endettement, dans la CAF, hein, la capacité de remboursement. Donc, si c'est un élément complémentaire, et là, en gros, c'est du 100% de risque pour la banque. Hein. Donc, s'il n'y a pas les éléments nécessaires, si le taux d'endettement est élevé, si effectivement la CAF n'est pas là, les banquiers refuseront. Donc, ça sera... moi, je pense que 2021 va être très, très compliqué. Merci pour ces éclaircissements. On va laisser la parole à Maria Lopez pour une application industrielle. Je vous laisse la parole, Maria. Là ou pas? Oui. C'est bon. En fait, je voulais remercier Monsieur Cromet parce que c'est vrai que c'est important de nous remettre, de nous demander de prendre de la hauteur. Mais là, depuis le début du mois, là, on est de nouveau à court terme. Hein. À court terme, pourquoi? Parce que nous, on avait un bon carnet de commandes, donc au mois d'août, jamais on ne pensait qu'au mois de novembre, on allait être de nouveau en arrêt. Parce que là,
Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le planning. Les gens, ils viennent pas. Il y a un cas contact. Moi, j'ai pratiquement 30% de mon effectif qui est pas là. Donc, on peut pas faire face à nos obligations. Alors, bon, là, il va falloir revoir, parce que moi, en avril, une fois le budget revu à la baisse, après, je gérais les écarts de trésorerie. Mais là, c'est plus possible. Là, il faut revoir, encore une fois, revoir tous nos modèles. Voilà, on va s'y remettre, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On est dans une période très, très compliquée, parce que reprendre de la hauteur quand tu n'as pas les gens pour travailler, c'est compliqué. Ce qu'on recommande, nous, pour ces aspects-là, c'est probablement de refaire un plan de trésorerie, mais par rapprochement bancaire, c'est-à-dire en gros de dire, vous partez de tous les paiements que vous avez en vue et de tous les revenus, donc de toutes les entrées de paiement que vous avez en vue, sur 13 semaines. C'est-à-dire vraiment, vous refaites sur 13 semaines, oui. Une prévision je dirais, de guerre, puisqu'on est en période un peu difficile, mais qui est basée sur la réalité et pas sur un budget. Après, la difficulté, c'est de faire la jonction avec, à la suite de cette période de 13 semaines, là, vous êtes obligé de rentrer dans plutôt des hypothèses, puisque c'est une activité que vous n'avez pas encore vendue. Et donc là, il y a une jonction à faire, mais après, c'est probablement plus du budget mensuel que vous transcrivez en flux de trésorerie. Mais c'est vrai que pour l'immédiat, avec ce dont vous parlez, ce que vous vivez, il faut revenir à vraiment des entrées et sorties de trésorerie en prévision. En prévision. Je voulais rajouter aussi quelque chose au niveau du crédit fournisseur. Vous savez, tout le monde est aux abois, hein, donc tout le monde réclame. Hein. Si vous ne payez pas vos fournisseurs, c'est pas possible. Hein. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On est tous pareils. Nous-mêmes, on fait notre boulot, on fait rentrer l'argent et tout le monde fait pareil. Hein. Donc, c'est presque plus compliqué qu'avant, hein, le crédit fournisseur. Et puis, il y a le rôle des assureurs crédit aussi. Hein. Comment? Il y a aussi, Madame Lopez, le rôle des assureurs crédit. Hein. Oui, bien sûr. Oui, puis encore, nous, on a de l'ASFAC, alors soyons heureux. Mais c'est sûr que les gens qui n'ont pas d'assurance crédit, je pense que c'est compliqué. Hein, c'est paiement comptant. Hein. Tout à fait. Alors, il y avait une remarque tout à l'heure qu'on peut ajouter. J'ai parlé du leaseback de l'ensemble immobilier. Quelqu'un de l'auditoire nous disait qu'il existe aussi un leaseback des actifs technologiques. Effectivement, on peut aussi revendre son outil technologique hein, quand on est dans des outils qui ont une certaine valeur numérique, digitale, des logiciels, des outils. On peut aussi refinancer. Ça peut être aussi une piste. Hein. Ma recommandation sur ces leasebacks, c'est de les envisager surtout pour les actifs que vous avez l'intention de garder longtemps. Parce que le pire, c'est de faire un leaseback immobilier de 15 ans qui vous apporte certes du cash tout de suite, mais que vous devriez déboucler dans 5 ans. Souvent, c'est assez compliqué à faire et c'est la même chose sur l'équipement. Donc, si vous avez un site parmi les 2 ou 3 sites de votre entreprise, mettons pour ceux qui sont multisites, que vous envisagez de céder, moi, je ne recommanderais pas d'en faire un leaseback tout de suite. Je recommanderais de tâcher de le céder avec ses actifs tel qu'il est. Marche. Merci. On va laisser la parole à Madame Lopez. Bah, écoutez, présenter un peu le budget ou comment vous avez mis en place. Bah, oui, peut-être, si vous voulez, mais bon, si vous donnez la parole à un chef d'entreprise, il aime bien parler de son entreprise, donc il y va. Donc, Soderel, c'est 3 domaines d'activité. On a de la chance, on n'a pas eu à se remettre en question. C'est-à-dire qu'on a un bon carnet de paiement, on n'a pas eu besoin de se renouveler. Malgré tout, ça reste vraiment… Alors, je voulais vous montrer un tableau avec l'évolution du chiffre d'affaires parce que quelque part, nous avons été… le Covid nous a un peu stoppé dans notre progression. Alors, la photo, c'est nos réalisations. Voilà. Nos réalisations des plateformes avec des machines de remplissage et de contrôle d'étanchéité pour les véhicules. Ça veut dire que c'est nous qui remplissons tous les liquides des automobiles, que ce soit le lave-glace, le frein, le refroidissement moteur, la boîte de vitesse. Et là, c'est une plateforme qui a été réalisée pour les moteurs, les tracteurs classe au Mans. Et nous remplissons tous les liquides pour les tracteurs.
Donc, c'est une de nos réalisations innovantes de cette année. Et après, c'était juste pour vous montrer, Gérard, si tu pouvais passer l'autre slide. C'était juste pour vous montrer l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat de ces dernières années. Et ça a été, comme on clôture au 31 mars, c'est arrivé au bon moment. On venait juste presque de se sortir de la crise de 2012, 2009-2012. Et l'autre après, c'est l'évolution normalement des effectifs. Voilà, on est une centaine de personnes et on fait 9 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Si vous avez des questions. J'avais une question qui est apparue tout à l'heure. Oui. Une question qui est apparue tout à l'heure, c'est quid des outils fonds propres à venir? Ah oui. C'est pas pour moi, ça, c'est pour monsieur. J'ai parlé des quasi-fonds propres tout à l'heure avec les prêts participatifs qu'on attendait, dont on entend parler. Alors, ces prêts participatifs vont surtout concerner, alors le texte n'est pas sorti, mais c'est incessant, vont surtout concerner les entreprises de petite taille touchées par la crise. Et du coup, on va être dans des financements allant de 20 à 30 000 euros, s'élever jusqu'à 100 000 euros en fait, avec un taux de crédit qui est fixé, qui serait fixé à 3,5% et un remboursement étalé sur 7 ans. Donc là, on n'est pas dans du fonds propre, mais c'est des quasi-fonds propres, c'est-à-dire que ça rentre dans le fonds de roulement et pas dans le BFR. Alors peut-être que Daniel peut compléter les propos sur ces outils-là. Oui, ben, c'est-à-dire que ces notions de prêt participatif, d'avance remboursable, parce qu'il y a des durées différentes, le texte navigue entre le ministère des Finances et la Direction générale de l'économie. C'est un peu compliqué, c'est à Bercy, et d'un étage à l'autre, ils n'ont pas la même vision, donc ça perturbe parce que ça nuit aussi au travail du CODEFI, qui intervient en troisième roue de secours, après le CCSF, la médiation, même en quatrième, si on inclut le PGE. Et là, on attend, j'étais encore avec la commissaire au redressement productif tout à l'heure, qui en attend de documents, parce que tu disais, Valérie, qui en attend de documents, parce que ça va d'un bureau à l'autre. Ils sont en télétravail, donc ils peuvent se transmettre aussi les documents, mais c'est risible, mais pas risible quand même, parce que les entreprises attendent, quoi. Donc, c'est là où on voit tout le rôle de l'administration, quoi. On nous dit qu'il faut être réactif, mais on attend. À titre d'exemple, le premier CODEFI qui s'est tenu, enfin le nouveau CODEFI qui s'est tenu, on a été obligé de la journée parce qu'on n'avait pas les textes normaux pour travailler sur le nouveau fonctionnement des CODEFI. Donc, c'est quand même un peu dommageable, quoi. On nous dit de mettre ça en place, mais on n'a pas les outils. Donc là, j'espère que ça va arriver. J'en profite pour faire passer un message. Effectivement, alors nous, via l'Ordre des experts comptables, on est en échange tous les jours avec les ministères sur les textes. On fait remonter les difficultés du terrain. On est en concertation avec les acteurs locaux, avec les entreprises. N'hésitez pas à solliciter, à faire remonter via votre expert comptable parce que c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et avec tout ça, on arrive à faire avancer des choses. Donc, les textes, ils se sont écrits, ils ont été construits dans la période de crise. Et ils évoluent tous les jours. Alors, je ne dis pas qu'on a réponse à tout, mais en tout cas, on nous écoute. Voilà, c'est pas simple, mais… Attends, voir s'il y a quelques autres questions qui apparaissent. Monsieur Gromer, vous vouliez peut-être poser une question à Madame Lopez. Oui, moi j'avais une question sur l'activité que vous avez présentée, merci. Sur du coup votre carnet de commandes, est-ce que vous avez réussi à faire la part des choses entre ce qui était structurel, donc des pertes de marché mais qui étaient repoussées dans le temps, et conjoncturel, et ce qui était structurel, c'est-à-dire en fait des risques de clients qui finalement durablement commanderont moins du fait des conséquences de la crise? Oui. Oui, bien sûr, on a fait la part des choses. D'ailleurs, les pièces détachées,
Forcément, le carnet de commandes des pièces détachées, il suit l'évolution des ouvertures des sites industriels. Hein. Donc, par rapport à l'année dernière, on a une réalisation de 20% par rapport à l'an dernier au niveau des pièces détachées. Par contre, le carnet de commandes, il est relativement confortable à la date d'aujourd'hui parce qu'on a remporté une grosse affaire après la première crise. Mais après, on n'a pas de visibilité. Après cette grosse affaire, la visibilité, on ne sait pas quels sont les sites qui vont investir parce que nous, on est sur le volet investissement. Oui. On travaille beaucoup à l'export, donc là, Kenitra, c'est fini, les usines, c'est fini, ça tourne. C'est nous qui remplissons tous les véhicules qui sont faits au Maroc pour PSA, hein, dont la petite amie, la petite électrique, là, c'est nous qui la remplissons aussi. Mais on n'a pas de visibilité. Et justement, je n'arrête pas de demander à droite et à gauche pour savoir si tout le monde... Renault, c'est sûr que c'est plié, il n'y aura rien. Il va y avoir quelque chose à la sauvable, mais très peu. Mais Peugeot, après Sochaux, on ne sait pas. Volkswagen, ça ne bouge pas non plus. Classe, ils avaient dit qu'ils feraient toutes leurs usines. Pour le moment, on n'a pas du tout d'appel d'offres. Non, c'est comme ça. On s'adapte. Il faut tenir, et c'est vrai, je reviens sur ce que disait tout à l'heure M. Dupont, c'est l'État a débloqué beaucoup d'argent pour justement s'assurer qu'il y a un certain soutien dans les filières. Et je pense qu'une des principales difficultés qu'a l'État aujourd'hui, c'est de savoir comment diriger en fait le financement de ces fonds qui ont été annoncés par le gouvernement, oui. Jusqu'aux entreprises. Donc vraiment irriguer le tissu industriel. Et moi, ce que je constate, c'est qu'ils souhaitaient effectivement passer par les CRP, donc les commissaires au redressement productif dans les régions. Mais quand même, aujourd'hui, les flux ne sont pas complètement fléchés et les notes d'instruction pour justement financer ne sont pas encore aussi complètement mises au point. Je constate la même chose que vous dans les domaines dans lesquels j'interviens. Mais nous-mêmes, hein, on a des difficultés aussi à se projeter, puis à se dire, allez hop, on y va et on investit. Hein. Donc tout le monde est un peu, on attend, les uns attendent les autres, hein, mais c'est pas... Bien, je pense que nous allons conclure puisque nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je remercie les auditeurs, je remercie les animateurs et les personnes qui sont intervenues, Madame Valérie Creusot-Rivière, Madame Lopez, Monsieur Dupont et Monsieur Grosmaître pour leur intervention. Je vous transmettrai, suite à ces échanges dans peu de temps, le film du webinaire et ainsi que certaines informations qui ont été diffusées pendant ce webinaire. N'oubliez pas que la semaine prochaine, nous avons un webinaire sur la numérisation et que nous préparons avec Aprofin un webinaire sur le financement des entreprises, justement. Donc, les dates seront communiquées ultérieurement. Vous voyez en même temps s'afficher mes coordonnées. Si vous avez des questions à poser ou vous voulez revenir en arrière, je vous mettrai en contact volontiers avec les différents intervenants. Merci et à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.